Je suis ici pour vous raconter ce que j'ai vécu étant adolescent. Je n'en ai parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle. Mais il le faut. Cela pourrait aider des gens qui sont dans le même cas que moi, à se dire qu'ils ne sont pas fous. C'est à cause de ce dessin animé, Angela Anaconda, vous savez, ce truc ultra bizarre. Ce dessin animé m'a toujours mis un peu mal à l'aise, parce qu'il était bizarre, faut l'avouer. Ces vrais faux visages en papier noir et blanc en plus. C'était vraiment spécial. Même maintenant, des années après, je me souviens par cœur du générique d'ouverture. Je suis sûr que vous aussi. Je vais commencer les paroles, et je suis sûr que vous pourriez les finir. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. Et là, vous pouvez me citer la suite sans même chercher. Avouez que c'est assez bizarre que cette musique entre comme ça dans la tête. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous faire une théorie du complot, non. Je suis ici car j'ai vécu quelque chose de traumatisant avec ce dessin animé. C'était en 2000, je crois. J'étais adolescent et je regardais Télétoon avant d'aller au collège. Oui, j'aime bien les dessins animés. Et j'ai vu un épisode très bizarre d'Angela Anaconda. Déjà que j'étais pas fan de ce truc avant. Le générique était un peu déformé, et les paroles ne voulaient rien dire. Je me disais que ça devait être un bug de ma télé. J'ai donc éteint, puis rallumé. Mais c'était toujours pareil. Au moment où normalement elle dit « Oh non, pas Nanette chérie », cette fois elle a dit « J'en suis sûr à 200%. Oh non, pas David Bottin. » Vous avez deviné, j'en suis sûr. David Bottin, c'est moi. J'ai eu un moment de surprise, puis je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. Sauf qu'il y avait ma tête sur l'écran, en format comme dans le dessin animé, mais mes yeux étaient rouge sang. Puis Nanette Manoir a pris une sorte de couteau et a tranché ma tête. Puis l'écran s'est arrêté. Plus rien. J'ai essayé de rallumer la télé, mais elle ne fonctionnait plus. Bon, j'avoue, je me suis mis à pleurer. J'ai eu si peur à cet instant. Mais je me suis dit que j'avais dû rêver. J'ai appelé à haute voix ma mère, mais aucune réponse. Je me suis dit qu'elle avait dû partir au travail. Je me suis alors assis dans le canapé, en essayant de me calmer, de me dire que ce que j'avais vu était le fruit de mon imagination. Et au bout d'une dizaine de minutes, j'ai entendu un petit rire derrière moi. Je me suis retourné, mais rien. Mais j'ai entendu des petits pas courir dans l'escalier. Sauf qu'il n'y avait personne dans la maison. J'ai hésité à me lever du canapé, mais il fallait que je sache. Oui, je sais ce que vous allez me dire, mais moi je me serais barré. J'y ai pensé. Mais j'ai voulu également savoir qu'est-ce qui était chez moi. Je me suis donc armé d'un couteau, puis j'ai commencé à grimper les marches. Sauf que j'ai encore une fois entendu un petit rire derrière moi. J'étais sûr qu'il allait n'y avoir personne, je me suis donc retourné. Sauf que cette fois, il y avait le visage affreux d'Angela Anaconda qui me regardait en souriant. Je suis tombé dans les escaliers. J'ai essayé de me sauver, sauf que cette chose m'a attrapé par les jambes et m'a traîné dans le salon. J'ai hurlé, mais il n'y avait personne. Je suppliais cette chose pour qu'elle me laisse tranquille, sauf qu'elle se contentait de rire. Elle avait beaucoup de force, elle avait un corps humain, il n'y avait que sa tête qui était en sorte de papier. Et ce n'était pas un masque, non, c'était sa putain de tête qui était en papier. Cette vision était cauchemardesque. Alors que cette chose essayait de me ligoter, un de mes voisins est entré dans la maison, suite au hurlement que j'avais poussé. J'ai regardé partout autour de moi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que moi, en panique d'après mon voisin, qui a essayé de me rassurer. Il a appelé ma mère qui est arrivée assez vite, et elle m'a conduit chez le médecin. Personne ne me croyait. J'avais beau leur jurer qu'il y avait Angela Anaconda vivante qui a essayé de me tuer. Personne ne me croyait. Tout ce que ma mère a trouvé à faire, c'est de me priver de télé. Elle m'a dit que je devais passer trop de temps devant et que ça devait me perturber. Bon, j'ai eu un arrêt pour ne pas aller au collège pendant une semaine. Le soir venu, je ne voulais pas aller dans ma chambre, j'avais trop peur, mais j'y étais obligé. Et je l'ai revu, face à mon lit, debout, en me fixant de ses yeux. J'ai encore une fois hurlé, puis ça a disparu, quand ma mère est arrivée. Elle a essayé de me calmer, et comme je n'y parvenais pas, elle m'a dit d'aller dormir avec elle. J'ai réussi à m'endormir assez vite. J'étais épuisé
et je me demandais si ce n'était pas moi qui avais des problèmes. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un siffloter à mon oreille, et j'ai reconnu le générique de ce fichier dessin animé. J'ai ouvert les yeux, et la voix venait de derrière moi, à la place de ma mère. Je n'osais pas me retourner, mais Angela a poussé un hurlement tellement aigu que j'ai hurlé en faisant un bond. À la place de ma mère se trouvait Angela, qui avait son visage de papier couvert de sang. Avec son sourire, c'était une vision macabre. J'ai essayé de sortir du lit aussi vite que j'ai pu, mais encore une fois, je n'ai pas été assez rapide. Alors qu'elle tentait encore une fois de me ligoter, j'ai réussi à lui mettre un coup assez fort pour qu'elle me lâche, et j'en ai profité pour partir en courant. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était fermée. J'ai entendu Angela me dire « Tu penses vraiment que j'ai laissé les portes ouvertes ?» Puis elle s'est mise à rire. J'ai été chercher un couteau, et une partie de cache-cache a débuté. Je me suis caché derrière une porte, et j'ai entendu me dire « On a besoin de toi, David. Il manque des personnages dans la série. » J'ai pleuré en silence. Cela voulait dire que tous les personnages de ce dessin animé étaient des êtres vivants avant. Puis elle m'a dit « Allez, chante avec moi. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. » Elle chantait alors qu'elle fouillait la maison à ma recherche. Sa voix se rapprochait de moi. J'ai attendu qu'elle ait passé la porte pour sortir d'un coup de ma cachette. Et je lui ai planté le couteau dans la tête, qui s'est déchiré. Cette chose est tombée sur le cou. Elle convulsait, et plein d'encre sortait de l'entaille de son crâne. Elle me regardait puis m'a dit « Tu sais, David, tu aurais été un personnage secondaire génial. » Puis, elle a disparu dans un flot d'encre. Ma mère n'a jamais été retrouvée. Je pense que cette chose a réussi à la mettre dans une sorte d'autre monde. Peut-être pour un épisode qui n'est jamais sorti. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais revu cette chose. Et je déteste plus que tout les dessins animés. Mais plus encore celui-là. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire, je vous crois sur parole. Car une histoire comme celle-ci, ça ne s'invente pas. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. Vous connaissez le jeu Dr Maboul ? Je pense que oui. Ce jeu de société est très connu. Les règles sont assez simples. Il faut juste retirer des objets du plateau, en représentant un corps lors d'une opération, avec une pince, sans toucher le bord métallique sous peine d'entendre un son aigu, qui signifie que l'on doit laisser l'objet. J'avais beaucoup aimé ce jeu quand j'étais enfant, et j'y jouais souvent avec ma petite sœur. Elle détestait perdre, ça m'amusait de la voir s'énerver et balancer le plateau quand elle entendait le bip. Mais quand on est arrivé à l'adolescence, on n'y jouait plus. D'ailleurs, on n'utilisait plus les jeux de société. On préférait passer notre temps à faire autre chose. Puis les années ont passé, et on avait vraiment complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce jour, il y a environ 2 ans. J'avais été chez ma sœur un matin. On s'était donné rendez-vous pour faire un tour au parc d'attractions avec nos enfants. On est tous les deux divorcés, et avons, moi, un garçon et une fille, 7 et 8 ans, et elle avait un fils de 6 ans. Ouais, avait. Ce matin-là, quand je suis allé chez elle, j'ai vu cette scène horrible. Elle restera dans ma tête pour le restant de ma vie. Il y avait ma sœur dans le salon, à terre, allongée dans une mare de sang, et sur son corps, il y avait plusieurs blessures profondes. Je me souviens avoir crié son nom et me précipiter vers elle. Mais je me suis souvenu de son fils. Je me suis dépêché d'aller dans sa chambre. Et là encore, une vision épouvantable. L'enfant était pendu avec son drap. J'ai hurlé, je l'ai détaché, mais il était trop tard. La police n'a jamais attrapé le suspect. Ils m'ont soupçonné un moment, puis m'ont lâché. J'ai dû expliquer à mes enfants qu'ils ne reverraient plus jamais leur tante et leurs cousins. Ils ne comprenaient pas trop, mais au moins, ils étaient au courant. Ils se sont assez fort rapprochés, et ils jouaient beaucoup ensemble. J'ai donc décidé de leur donner des jeux de société, dont ceux que j'avais récupérés de chez ma sœur après sa mort. Dans la pile de jeux, j'ai remarqué une boîte étrange. Elle ne portait aucun dessin, ni inscription, à part un numéro de téléphone griffonné à la hâte sur le couvercle.
Curieux, j'ai ouvert la boîte et j'ai découvert un jeu Dr Maboul. J'ai eu un gros pincement au cœur quand je l'ai vu. Plein de souvenirs me revenaient. J'ai sorti le jeu de cette boîte, puis je l'ai posé sur mes genoux, tout en étant perdu dans mes pensées. Jusqu'à ce que ma fille me demande ce que c'était. Je lui ai donné en lui expliquant que c'était un jeu de société auquel sa tante et moi jouions beaucoup quand on était petits. Ma fille Lucie était ravie de connaître un nouveau jeu. Elle a de suite appelé son grand frère, Jérôme, pour qu'il joue avec elle. J'étais content de voir que mes enfants faisaient ce que je faisais moi-même avec ma sœur à notre époque. Je me suis assis avec eux et je leur ai expliqué les règles du jeu. C'était amusant de voir les visages concentrés de mes enfants, essayant de retirer les objets sans toucher les bords métalliques. J'ai joué quelques parties avec eux, puis je les ai laissés. Lucie adorait ce jeu. Pendant des jours, elle l'emmenait partout. Elle voulait toujours l'avoir avec elle, même la nuit. Je ne comprenais pas son intérêt pour ce jeu, à ce point je veux dire. Dormir avec un jeu de société, c'était quand même curieux. Je me souviens quand je lui ai demandé. Elle m'a répondu que Tim lui parlait avec ce jeu, qu'elle jouait avec lui. Mon cœur a fait un énorme bond. Tim, c'était leur cousin qui s'était pendu. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait qu'elle laisse ce jeu au moins la nuit. Elle a eu du mal à s'en séparer. La nuit, je l'entendais se lever pour aller le prendre et l'amener avec elle dans son lit. Alors une nuit, je me suis levé discrètement et j'ai été voir dans sa chambre. Il était 3 heures du matin et ma fille était assise face à son miroir de penderie, le jeu Dr Maboul entre elle et son reflet. Je ne me suis pas fait voir et je l'écoutais parler. Elle disait que j'étais méchant avec elle, que je l'empêchais de discuter avec le jeu, que son frère ne voulait plus jouer avec elle, qu'elle voulait partir de la maison. J'étais très triste d'entendre ces mots. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle se sentait rejetée avec son frère et moi. Mais mes pensées ont vite disparu pour laisser place à la peur. Le reflet de ma fille s'est levé et m'a pointé du doigt, alors que ma fille était toujours assise. J'ai tout de suite allumé la lumière de sa chambre et je me suis dépêché de prendre Lucie dans mes bras pour partir en courant dans la chambre de Jérôme. Lucie hurlait et m'ordonnait de la laisser, qu'elle devait récupérer son jeu. Jérôme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Je lui ai dit de s'habiller, qu'on devait aller chez leur grand-mère pour quelques jours. J'ai expliqué à ma mère ce que j'avais vu. Elle m'a pris dans ses bras et m'a demandé si j'avais pris quelque chose. Je lui ai répondu que je n'avais rien pris, que je ne buvais pas et que je ne me droguais pas, et que ce que j'avais vu dans la chambre de Lucie était bien réel. Je ne lui ai pas parlé de l'attitude bizarre de Lucie, ni du fait qu'elle voulait toujours être avec ce jeu. Je ne voulais pas qu'elle la juge mal. Elle m'a répondu que je devais être fatigué et m'a dit qu'on devrait en reparler au matin. Ce que j'ai accepté. Je voulais chasser cette vision du miroir de mon esprit. Le lendemain, j'ai repris mes esprits. Je me disais que j'avais peut-être imaginé cette scène. J'ai dit à ma mère que je lui laissais les enfants pour quelques jours, que j'avais besoin de repos. Je suis donc retourné seul chez moi, et j'ai été dans la chambre de Lucie. J'avais une étrange sensation quand je regardais le miroir. Je me suis approché de ce miroir, j'ai posé ma main dessus. Il n'y avait que mon reflet qui faisait exactement ce que je faisais. Je me suis alors dit que j'étais ridicule d'avoir eu peur comme ça, que ce que j'avais vu devait être mon imagination. Alors que j'allais faire demi-tour, mon pied a heurté quelque chose. C'était le jeu Dr Maboul. Je l'ai ramassé, et j'ai cherché la boîte pour le ranger. Mais elle n'était pas là. Et j'ai eu l'idée de regarder sous le lit, et la boîte s'y trouvait. Je l'ai donc ramassée. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu un haut le cœur. Il y avait une odeur épouvantable. À l'intérieur de la boîte, il y avait des cadavres de souris. J'ai lâché la boîte, écœuré, puis j'ai couru dans la salle de bain pour vomir dans les toilettes. Comment ma fille pouvait collectionner des cadavres? Alors que j'essayais de reprendre mes esprits, j'ai entendu le bruit que le jeu fait lorsqu'on touche les barres métalliques. Mon cœur s'emballait, mais j'essayais de trouver un raisonnement logique. Sauf qu'il y avait encore eu un bruit, un peu plus long cette fois. J'ai alors couru dans la chambre pour voir qui était là. Mais il n'y avait personne. Le jeu était posé sur le lit, et la boîte contenant les souris était toujours à terre. Je me suis pincé les yeux, et je devenais fou. Après quelques secondes, j'ai été ramasser la macabre découverte. Les souris étaient dans un sale état. Il leur manquait des organes. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai pris la boîte et je l'ai mise dans le garage. Je voulais avoir une discussion avec Lucie. Je me demandais si je ne devrais pas la conduire chez un psychologue pour enfants. Après réflexion, j'ai décidé de jeter le jeu Dr Maboul, car c'était depuis qu'elle l'avait découvert que Lucie réagissait bizarrement. Je l'ai donc jeté à la poubelle. Le lendemain, j'ai appelé ma mère dans l'après-midi, pour savoir si les enfants allaient bien. Elle m'a répondu que oui,
et qu'ils avaient fait une braderie et que Lucie s'était trouvé un jeu de société, les deux cœurs ma boule. Quand j'ai entendu ça, je suis devenu pâle. J'ai dit à ma mère de lui interdire de jouer avec ce jeu, que j'arriverais dans la soirée pour reprendre les enfants. Bien sûr, elle ne comprenait pas pourquoi j'interdisais Lucie de jouer avec ce jeu. Il n'était pas dangereux. Une fois raccroché, j'ai eu un énorme doute. Je me suis dépêché d'aller voir dans la poubelle. Et le jeu ne s'y trouvait plus. J'étais abasourdi. Comment le jeu avait-il pu disparaître ainsi? J'ai été dans le garage voir si la boîte était encore là, et elle aussi elle avait disparu. Seules les souris mortes étaient sur le sol en béton. J'ai rappelé ma mère lui demandant comment était la boîte du jeu de Lucie, et ce qu'elle a dit a confirmé mes craintes. C'était une boîte blanche, qui n'avait aucune image, seul un numéro écrit au stylo sur la boîte. C'était complètement surréaliste. Ma mère vivait à 1 heure en voiture de chez moi. Je me suis précipité dans la voiture, et j'ai été chez elle. Une fois là-bas, ma mère m'a dit que j'étais parano, qu'il fallait que je me calme, car j'ai commencé à lui faire peur. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai été directement voir Lucie pour lui prendre ce jeu, qu'elle serrait contre elle. Ma mère, voyant ça, m'a crié dessus. Elle m'a dit de lui laisser, que ce n'était qu'un jeu. C'est à ce moment que je lui ai dit que Lucie disait jouer avec Tim, et que j'avais retrouvé des cadavres de souris mutilés dans cette boîte. Lucie m'a hurlé dessus pour la première fois, que ce n'était pas elle qui avait tué les souris, mais Tim. Jérôme, lui, était étrangement silencieux. Il était dans le canapé avec sa Switch. Alors que j'avais pris le jeu des mains de Lucie, celle-ci s'est mise à courir dans la chambre où elle dormait quand elle venait chez sa grand-mère. Moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma mère est donc venue me consoler, et elle m'a pris le jeu des mains. Elle m'a dit qu'elle allait le jeter, et que je devrais prendre rendez-vous chez le psychologue pour Lucie. Elle n'arrivait, selon elle, pas à faire le deuil de son cousin. Puis elle m'a dit que Pauline, ma sœur, un peu avant sa mort, se plaignait d'un jeu que Tim ne voulait pas lâcher, et que cela devait être ce jeu. Je lui ai demandé à qui elle avait acheté ce jeu au matin à la braderie. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas vu le vendeur, que c'était Lucie qui l'avait acheté avec son argent de poche, alors que eux étaient un peu plus loin. Je me suis rappelé que sur la boîte il y avait un numéro. J'ai donc regardé la boîte, puis j'ai appelé le numéro qui était noté. Je suis tombé sur une vieille femme, avant même que je ne dise un mot. Elle m'a dit qu'elle savait pourquoi j'appelais. Et elle m'a dit qu'il était trop tard, que si j'appelais ce numéro, c'est que le démon avait déjà commencé, sinon je ne m'inquiéterais pas. Je lui ai demandé comment faire pour protéger ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a souhaité bonne chance, puis a raccroché. Ma mère m'a dit de rester là pour quelques jours, et que tout ça allait se tasser. Cette même nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'avais entendu le buzz du jeu. Ça venait de la chambre de ma mère. J'ai donc doucement été voir, et j'ai vu ma fille devant le miroir de la penderie de ma mère jouer avec le jeu, alors que ma mère était allongée sur le lit. Mais dans le reflet, il y avait une sorte d'ombre près de ma mère. Pendant que ma fille jouait avec le jeu, quand il y avait un buzz, ma mère avait des sortes de convulsions. Puis à un moment, son corps s'est mis à se déchirer au niveau du ventre, au moment où Lucie avait retiré un petit objet du jeu. J'ai tout de suite été voir ma mère en hurlant à Lucie de s'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Elle m'a regardé en souriant, puis a plongé une nouvelle fois les pinces dans le jeu de société, ce qui a provoqué une nouvelle convulsion chez ma mère, qui était déjà morte à ce stade. Son corps était couvert de sang. Il y avait des blessures très profondes. J'ai vu l'ombre dans le reflet du miroir venir vers moi, et d'un coup, je n'ai plus réussi à bouger. J'étais complètement paralysé. C'est à ce moment que Jérôme est entré dans la chambre et a foncé sur Lucie pour la faire tomber. Ce qu'il a réussi à faire, et d'un coup, j'ai pu reprendre mes mouvements. J'ai couru vers Lucie. Je l'ai pris par le bras ainsi que Jérôme, puis j'ai voulu courir vers la sortie. Sauf que la porte de la chambre s'est claquée violemment. On a tous crié de peur et de surprise. On se trouvait enfermés dans une chambre avec le cadavre de ma mère. Les lumières se sont mises à clignoter. C'était comme dans un film d'horreur. Soudain, le drap du lit où était le corps de ma mère s'est envolé et a entouré le cou de mon fils. J'ai essayé avec l'aide de Lucie de l'enlever, mais on n'y parvenait pas. Le visage de Jérôme devenait de plus en plus rouge. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Puis le drap s'est enroulé autour du pied de lit. Et puis le corps désormais inconscient de Jérôme a été projeté par la fenêtre, toujours tenu par le drap, comme s'il s'était pendu. Je n'ai rien pu faire. Cette chose était beaucoup trop forte. Je l'ai supplié de laisser ma fille partir. Mais le docteur Maboul s'est mis à sonner de plus en plus. Le bruit devenait assourdissant. Lucie s'accrochait à mon bras. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas que ça se termine comme ça, et qu'elle croyait que c'était Tim qui jouait avec. Puis alors que j'ai essayé d'ouvrir la porte de la chambre, Lucie s'est figée, puis est tombée et a été prise de convulsions. Je me suis approché d'elle, j'ai essayé de la secouer.
Mais alors que le buzz du jeu sonnait très fort, j'ai vu le corps de ma fille se faire transpercer. De l'intérieur. Ses organes s'éjectaient partout dans la pièce. C'était horrible. Je ne voulais pas voir ça. Je suppliais cette chose de la laisser tranquille. Bien évidemment, elle était déjà morte. Puis le jeu s'est éteint, et le corps de ma fille a cessé ses convulsions. Et la lumière a arrêté de clignoter. Puis la porte s'est ouverte. Tout était d'un calme horrible. Je me trouvais avec le corps de ma mère, mon fils et ma fille. Il y avait du sang partout. J'ai hurlé, j'ai couru chez les voisins et ils ont appelé la police. Mais sur cette fois, j'ai bel et bien été accusé du meurtre, ainsi que ceux de ma sœur et de mon filleul. Je suis toujours derrière les barreaux. Je ne veux pas sortir de toute façon. Je n'ai plus aucune raison de vivre à l'extérieur de ces murs. Voilà l'histoire de ce jeu maudit. Je ne sais pas si tous les docteurs Maboul sont possédés, je ne pense pas, et j'ignore comment celui-ci a fini par être possédé par un démon. Mais faites attention. Par précaution, ne jouez jamais au docteur Maboul. Vous est-il déjà arrivé de voir des souvenirs amers refaire surface? Comme cette fois, lorsque votre soi-disant meilleur ami vous a dénoncé à la maîtresse alors que vous lui avez fait jurer de ne rien dire. Ou cette fois-là, lorsque vous avez vu de vos propres yeux votre animal de compagnie se faire renverser par un chauffard à moitié saoul. Vous vous souvenez de cette sensation? Ce sentiment de vengeance assez intense pour vous pousser à commettre l'irréparable. Ça y est, vous vous en souvenez? Bien. Gardez ce sentiment dans un coin de votre tête, car aujourd'hui, je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous faire part d'un rituel qui vous permettra de vous alléger l'esprit en changeant votre passé, en accomplissant quelque chose que vous auriez dû faire depuis bien longtemps, ou tout simplement en prenant votre revanche envers quelqu'un ou quelque chose. Le rituel consiste tout bonnement en un goûter. Enfin, un goûter des plus singuliers, croyez-moi. Pour réaliser ce rituel, vous devrez vous munir d'au minimum 2 paquets de biscuits. Ah, et très important, il faut que ce soit vos préférés. Vous emmènerez également un briquet, un stylo, et pour finir, un carnet entièrement vierge. Peu importe la taille ou le nombre de vos feuilles, du moment qu'il est possible d'écrire dessus. Lorsque vous serez fin prêt et que le dernier des 12 coups de minuit aura retenti, vous devrez vous rendre dans le parc où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant. J'espère pour vous que vous savez où il se situe. Lorsque vous en serez sûr et certain, approchez-vous de l'entrée. Mais avant de rentrer dans l'enceinte du parc, vous devrez faire un petit effort de remémoration. Est-ce que, dans votre parc, il y avait un cheval à bascule? Si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, vous devrez partir. Vous ne devez pas continuer le rituel. Mais si, malgré mes avertissements, vous vous entêtez à poursuivre, sachez que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui vous arrivera. Si la réponse à cette question est oui, alors vous devrez le repérer au plus vite et vous en approcher. En revanche, si la réponse est non, sortez de votre poche le stylo et le bloc-notes. Imaginez à quoi ressemblerait un cheval à bascule à l'intérieur du parc et dessinez-le sur votre feuille. Enfin, vous devrez entrer dans le parc pour déposer votre dessin dans un endroit assez spacieux. Approchez la flamme de votre briquet de la feuille et écartez-vous ensuite de cet endroit. Fermez les yeux et tendez l'oreille. N'essayez en aucun cas de voir ce qui se passe tant que vous n'aurez pas la certitude d'avoir entendu un grincement venant de l'endroit où repose votre papier incandescent. Cette opération peut prendre jusqu'à 25 minutes. Cela dépendra de votre foi en ce rituel. Lorsque vous ouvrirez les yeux, si tout s'est bien passé, un enfant se balancera devant en arrière sur sa nouvelle monture fraîchement créée. Néanmoins, si le cheval à bascule était déjà là avant votre arrivée, alors vous devrez vous-même monter dessus et commencer à vous balancer. Un enfant devrait rapidement s'approcher de vous. Lorsque vous le verrez, cet enfant vous rappellera vaguement une personne. Ses habits, sa casquette, ses lunettes vous sembleront familiers, mais vous ne saurez pas exactement qui il est. Une fois que vous serez proches l'un de l'autre, si vous étiez sur la monture à bascule, vous devrez descendre pour ne pas paraître impoli devant l'enfant. N'oubliez pas que c'est son parc et que vous n'y êtes pas le bienvenu. De la même manière, si l'enfant y était, il descendra de son plein gré. Au fur et à mesure que le temps passera, les traits de l'enfant vous sembleront de plus en plus familiers, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en réalité d'une autre version de vous. À ce moment,
vous vous rappellerez de ce pourquoi vous avez fait le rituel. Toutes vos émotions ressurgiront dans votre tête, dans les moindres détails. L'enfant vous questionnera alors sur les raisons de votre venue. Mais ne lui répondez pas tout de suite. Tendez-lui un des 2 paquets de biscuits. Il vous saisira alors soudainement la main, mais ne sursautez pas. Vous risqueriez de lâcher le paquet de biscuits. Vous ressentirez une froideur des plus brûlantes, semblable à une engelure. Au risque de me répéter, ne lâchez surtout pas le paquet de biscuits. Il pourrait prendre cela pour une insulte, et vous gèlerait les membres un par un, provoquant un arrêt de toutes vos fonctions vitales, vous tuant sur le coup. Attendez que sa main se desserre pour y déposer les biscuits. Il observera pendant un petit instant, et vous demandera si vous voulez vous joindre à lui pour son 4 heures. Vous devez accepter. Si vous refusez son invitation, il partira. Dans ce cas précis, vous disposerez environ d'une quinzaine de secondes pour vous enfuir de ce parc avant qu'il ne revienne en compagnie d'un adulte. Ceux qui ont aperçu cet adulte témoignent l'avoir vu se tordre dans tous les sens, dans un graissement semblable à celui du cheval à bascule tout à l'heure. Cependant, si vous acceptez son offre, l'enfant s'assiera sur un rebord non loin de l'entrée et vous posera de manière plus amicale cette fois-ci plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Quand vous et le petit aurez fini de manger vos biscuits, ce dernier vous remerciera et vous demandera d'une voix réservée l'événement que vous voulez changer. Vous lui direz alors l'époque à laquelle s'est déroulé le motif de votre venue. Vous n'avez pas besoin de détailler. N'oubliez pas qu'il partage vos souvenirs. C'est alors qu'il vous y enverra. Tous ceux qui ont déjà essayé le rituel diront s'être sentis mal à l'aise dans leur corps lorsque leur version enfantine les a envoyés dans le passé. Et la raison à cela est simple. Vous ne pouvez pas exister 2 fois au même moment. Vous devrez alors vous dépêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu, car si vous prenez trop de temps, ou si vous oubliez ce pourquoi vous êtes là, votre malaise s'intensifiera de plus en plus, jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Et vous resterez donc perdu entre la vie et la mort, pour l'éternité. Si vous réussissez à modifier votre souvenir comme vous le souhaitiez, vous serez réintégré au monde auquel vous appartenez. Vous vous trouverez là, au beau milieu du parc, mais l'enfant ne sera plus avec vous. Vous pouvez rester dans le parc ou alors rentrer chez vous si vous le souhaitez. Cela n'a que très peu d'importance, car le rituel est terminé. Mais méfiez-vous à présent. Il se peut que si vous passiez non loin d'une aire de jeu pour enfants, vous sentirez la présence de quelqu'un, ou que vous entendiez des grincements. Ce sont là les preuves que le petit enfant vous observe. Et une chose est sûre, si vous remettez les pieds sur son terrain de jeu, il ne vous accueillera pas 2 fois de la même façon. Vous vous souvenez des Tamagotchi? Ces petits appareils électroniques en forme d'œuf, où l'on devait s'occuper d'un petit animal virtuel, en le nourrissant, jouant avec lui, et nettoyant son caca. On pouvait aussi le soigner lorsqu'il était malade. Bon, le bip était parfois agaçant, surtout quand ça sonnait la nuit, parce qu'il avait faim. Le but du jeu était de le faire grandir, tout simplement. Je me souviens quand mes parents m'en avaient donné un pour me récompenser d'une bonne note en maths. Je n'en voulais pas. Pour moi, c'était des trucs de filles. Ne me jugez pas, j'étais jeune, et je m'en foutais complètement de ce jouet. J'avais déjà ma Game Boy, et je m'éclatais sur Zelda et Pokémon. Alors ce petit truc, je peux vous dire que je l'ai foutu dans un tiroir, et je m'en suis pas occupé. Du moins, la première journée. La nuit où je l'ai eu, la sonnerie du jeu m'a réveillé de mon sommeil. Je me souviens que je m'étais levé, et que j'avais fouillé dans mon tiroir à la recherche de ce jouet. J'avais en tête de le jeter contre le mur, pour le faire taire. Quand je l'ai pris dans mes mains, j'ai regardé l'écran, et j'ai pu voir cette petite bouillie de pixels en train de pleurer. Alors je me suis mis à lui donner à manger à l'aide des touches, quand il m'a fait un petit cœur. J'ai souri. Je me disais que finalement, ce n'était pas si nul que ça comme jouet. Et comme je n'avais pas d'animal de compagnie, ça pouvait faire l'affaire. Bon, je savais que ce n'était pas pareil, évidemment. Au final, j'ai joué avec lui quasiment 2 heures, alors que j'aurais dû dormir. Quand ma mère m'a réveillé à 6 heures, j'étais très fatigué. Le lendemain, pendant la journée à l'école, j'avais mis mon Tamagotchi que j'avais nommé Fred dans ma trousse. Je m'étais vraiment attaché à ce jouet. Je m'amusais avec lui, je lui donnais à manger, et je lui faisais faire des mini-jeux. Les mini-jeux étaient vraiment nuls, mais ça m'amusait. Et j'adorais voir ma petite bestiole virtuelle s'éclater. À un moment, la prof de français m'a demandé d'aller au tableau, ce que j'ai fait. J'ai fait l'exercice demandé, et quand je suis revenu à ma table, Fred n'était plus dans ma trousse. J'ai regardé partout, dans mon sac, mes poches, mais rien. Mon Tamagotchi avait disparu, et j'étais certain que c'était Julien qui me l'avait volé. Il me regardait avec son sourire de con. Je n'ai pas supporté,
Je me suis levé et j'ai été l'empoigné par le col. Les autres élèves nous regardaient, certains avec un air effrayé. La prof a de suite couru nous séparer, mais je ne l'ai pas lâché. Je lui hurlai dessus de me rendre mon Tamagotchi. Il me regardait toujours en souriant, en disant qu'il n'avait rien. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai foutu un poing dans la gueule. J'ai réalisé ce que je venais de faire quand j'ai senti du sang sur ma main. Je l'ai lâché et ma prof m'a conduit chez le principal. C'est dans le couloir que je me suis rendu compte que le Tamagotchi était dans ma main. Je m'en étais pas aperçu. Je me disais que c'était la fatigue qui m'avait fait ça, et je m'en voulais encore plus d'avoir frappé ce guignol. En plus, j'avais vraiment hurlé devant toute la classe qu'elle avait volé mon Tamagotchi. Me mettre dans cet état pour un simple jouet, je me disais que tout le monde allait se moquer de moi. Déjà, que je n'étais pas le plus populaire. Le principal a convoqué mes parents, ainsi que ceux de Julien. Heureusement, ils n'avaient pas le nez cassé. J'ai pris cher par tout le monde. Puis à la maison, mes parents m'ont demandé de leur donner le Tamagotchi. J'ai dit que je ne voulais pas, mais ils ont insisté. J'ai donc cédé. Quand je leur ai tendu le jeu, j'étais pas bien. Je n'avais qu'une envie, c'était de les pousser et de le reprendre, quitte à leur faire du mal. Je sais que ce que je dis est horrible, surtout pour un jouet, mais je ressentais vraiment cette haine. Quand j'ai vu mon père partir avec, j'avais eu une pulsion, comme quelque chose qui me poussait à aller lui faire du mal. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai été dans ma chambre pour me calmer. Je trouvais ça injuste que je sois puni pour ça. Même s'il n'avait rien volé, je me disais qu'il méritait d'avoir reçu ce coup pour tous les coups de merde qu'il m'avait déjà fait. Le soir même, je n'ai pas mangé, et je n'arrivais pas à dormir. Je jouais à Pokémon pour essayer d'oublier le Tamagotchi, mais pas moyen. Cela ne m'amusait pas. Pire, les Pokémon me rappelaient Fred. Je me demandais s'il ne m'appelait pas pour manger, ou je me disais qu'il était peut-être malade. Vers 4 heures du matin, je suis sorti de ma chambre et j'ai été fouillé dans l'armoire de mon père. Chose que, bien entendu, je n'avais pas le droit de faire, même si je dois avouer que j'ai déjà fouillé dedans à de nombreuses reprises. C'était là qu'il gardait ses magazines pour adultes. J'avais bien deviné. Fred était là. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai pu voir que mon petit animal avait très faim. Je me suis empressé de le nourrir, puis j'ai un peu joué avec. Sauf qu'il semblait un peu malade. C'était bizarre, il n'était pas comme d'habitude. J'ai essayé de lui donner un médicament, mais il n'a pas voulu. Je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais entendu mon père se lever, sans doute pour aller aux toilettes, j'ai dû remettre mon Fred dans l'armoire et partir. Ça me faisait très mal de le laisser souffrir ainsi. Je savais que c'était virtuel, mais je m'étais énormément attaché à lui. Je me suis levé quelques heures plus tard, et je n'avais pas dormi. Et je m'en foutais vu qu'il n'y avait pas école. Quand mon père s'est levé, je lui ai demandé si je pouvais récupérer mon Tamagotchi, juste pour quelques minutes, pour pouvoir lui donner à manger. Mais il a refusé. Dans ma tête, je me suis vu prendre sa tasse à café qu'il était en train de boire, et lui éclater en plein visage. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de boire ma tasse en silence. J'espérais que Fred allait mieux. Je m'inquiétais beaucoup. Toute la journée, je me suis assis par terre devant l'armoire de mon père. Mes parents m'ont dit de faire un tour dehors, ou de jouer à la console, mais je ne voulais pas bouger. Je devais rester près de Fred. Je n'ai rien mangé ce jour-là, et mes parents ne savaient pas quoi faire pour me faire bouger. Le soir venu, alors que mes parents m'ont dit d'aller me coucher, je suis resté assis là, sans rien dire. Mon père a dit à ma mère de me laisser là, que je finirais bien par bouger de là, et il est venu fermer son armoire à clé. Puis, ils sont partis se coucher. Alors que j'étais toujours assis devant cette armoire, j'ai entendu comme un petit pleur venant de celle-ci. Ce n'était pas le bip habituel du jeu, c'était vraiment un petit pleur, comme un petit chien qui souffre. J'ai collé mon oreille pour être sûr que je n'avais pas rêvé. Et non, il y avait bien un son de pleurs à l'intérieur. J'ai alors eu une autre pulsion. J'ai poussé l'armoire de toutes mes forces et elle est tombée en faisant un énorme bruit. J'ai entendu mes parents crier à l'étage, mais que l'armoire fut à terre, elle n'était pas ouverte. J'ai alors été chercher le marteau. Et quand je suis revenu dans la pièce, mon père et ma mère me hurlaient dessus. Et mon père s'est avancé vers moi, énervé, pour me prendre le marteau des mains. Je n'étais pas bien. Je me sentais trembler, j'avais la haine, et sans réfléchir, je me suis encore senti comme à l'extérieur de mon corps. J'ai donné un violent coup de marteau dans la tête de mon père. Celui-ci s'est écroulé immédiatement, du sang plein le visage. Ma mère a hurlé et s'est précipitée vers lui. Elle hurlait son prénom et m'a insulté de fou tout en pleurant. Elle essayait de le réveiller, mais sans succès. Elle m'a hurlé de partir de chez elle. Moi, je ne l'écoutais pas. J'ai avancé vers l'armoire et j'ai défoncé la porte avec le marteau ensanglanté. Et enfin, j'avais pu récupérer mon petit Fred. J'ai pris mon Tamagotchi, puis je suis parti dans ma chambre. Alors que j'essayais de le nourrir et de le soigner, j'ai entendu encore une fois une petite voix venant du jeu. Il me disait merci. Et aussi
qu'il serait mon ami pour l'éternité. Ça m'a ému aux larmes, je le voyais me sourire et faire des petits cœurs en pixels. J'étais aux anges. Puis, j'ai entendu les sirènes des voitures de police et de pompiers. Et enfin, j'ai vu leur gyrophare éclairer ma chambre. Et quelques minutes après, les policiers sont venus dans ma chambre en me braquant avec leurs pistolets. Deux d'entre eux m'ont plaqué contre le lit et m'ont mis les menottes, puis m'ont emmené. J'avais dû laisser Fred encore une fois, mais au moins, je savais qu'il m'aimait. En passant par la cuisine, j'avais vu un pompier mettre mon père dans un sac noir, et ma mère, qui était écroulée en pleurs. Elle ne m'a pas jeté un coup d'œil quand les policiers m'ont mis dans leur voiture. J'ai bien entendu passer de nombreuses années en prison psychiatrique, et j'ai fini par sortir. Je n'ai plus de nouvelles de ma mère. Je me suis installé dans un petit village du nord de la France. Je n'en dirai pas plus, par sécurité. Vous devez vous demander si j'ai réussi à vivre sans Fred. La réponse est oui, bien que cela ait été très dur les premiers mois. Je ne pensais qu'à lui, ne voulant plus manger ni rien. Mais ils m'ont attaché et nourri par perfusion. Et plus le temps passait, plus j'ai réussi à vivre sans lui, jusqu'au jour où je l'ai complètement oublié. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est revenu. Ma femme, oui je suis marié, elle ignore tout de mon passé. Je lui ai dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Donc ma femme est enceinte de quelques mois. Ce sera notre premier enfant, et d'après les échographies, ce sera un petit garçon. J'ai tellement hâte. Le truc, c'est que j'ai entendu sa voix, il y a quelques jours. La même petite voix qui pleurait dans l'armoire de mon père. Et tous les souvenirs me sont revenus. Cette voix venait du ventre de ma femme. Je crois que Fred est dedans. Je crois que ce sera mon fils. Maintenant que je le sais, je n'arrive plus à attendre. En plus, il pleure, il a l'air d'être malheureux. Peut-être qu'il est malade. Je m'inquiète beaucoup. Et s'il avait mal? Et puis aussi, j'avais tellement hâte de le revoir. Par sécurité pour lui, pour ne pas qu'elle lui fasse du mal si jamais elle tombe ou autre, je l'ai attaché au lit. Ses jambes et ses mains sont menottées aux quatre coins. Et puis, je lui ai mis un bâillon parce qu'elle ne comprenait rien à ce que je lui disais. J'avais beau lui dire que c'était pour la sécurité de Fred, elle me hurlait dessus en me demandant qui était Fred. Quelle idiote! Mais maintenant, j'hésite, parce que j'ai vraiment envie de le revoir le plus vite. J'ai préparé un couteau sur la table de chevet. Et je ne sais pas, si j'ouvre le ventre, est-ce qu'il va survivre? Je me tâte. Vous en pensez quoi, vous? Durant cet été, il m'a été donné de rencontrer une gamine qui était accro à des poupées bizarres. Des fillettes en plastique, avec une tête de chibi et des yeux faits de boutons. Ce dernier point m'avait fait faire une grimace, ce qui m'avait valu quelques reproches de sa part. En rentrant chez moi, je me suis demandé quelle était la société qui avait eu l'idée de faire jaillir ces horreurs. Ayant appris entre-temps que ces espèces de jouets s'appelaient très élégamment Lalaloopsy, je doute que l'on puisse trouver plus niais, j'ai tapé ce nom dans la barre de recherche. Le wiki expliquait que c'était MGA Entertainment qui était responsable de ce carnage. Le nom original, rapidement changé, Bitty Button. Autrement dit, les boutons devaient être mis en valeur, mais on a hésité et changé à peine trop tard. Le CIO, aucune idée de ce que c'est, de la marque, expliquait « Bitty Button a été créé pour apprendre aux enfants que chacun est unique, à sa propre façon. La nouvelle marque affiche l'idée que les vieilles choses peuvent devenir nouvelles à nouveau. Tout peut être réutilisé, et rien ne doit jamais se perdre. » D'après la compagnie, les poupées étaient confectionnées pour encourager l'imagination des enfants et leur créativité, et pour enseigner des leçons de vie importantes, comme la diversité, l'individualité et l'idée que tout sert à une seconde vie. Bref, le discours banal du marketing pour justifier qu'on veut simplement se faire du pognon. Tout de même intrigué par la dernière phrase, j'ai cherché le nom de l'orateur, Isaac Lorian, sur internet. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai farfouillé un peu dans chaque haut de Google, pour tomber sur des images d'Isaac Newton, la biographie de Rousseau ou un tableau de Bosch. Pour voir jusqu'où on pouvait aller, j'ai regardé la 20e page, la 30e. À la 45e page, un seul résultat s'affichait, en anglais. My first website, Isaac Larian. J'ai ouvert le lien dans un nouvel onglet. Juste après, le résultat a disparu, et d'autres sont apparus. Je suis allé voir en bas de la page, un avertissement s'affichait, près du 44e haut de Google sélectionné. Afin d'afficher les résultats les plus pertinents,
Nous avons omis quelques entrées qui sont très similaires aux 443 entrées actuelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez relancer la recherche pour inclure les résultats omis. Trop tard. Juste à côté, la page était déjà chargée. Un fond violet, un titre en bleu, My First Website, souligné d'un sous-titre rouge, Isaac Larian. Le premier site d'un businessman. Pourtant, il devait avoir autour de 59 ans, soit bien 46 ans au moment où il avait créé ce site, comme l'a testé le June 2000, en italique, en haut à droite. Apparemment, le site faisait office de cours de business. Je vais traduire. Je m'appelle Isaac Larian. À mes heures perdues, je fais de l'informatique sur Internet. Ce domaine étant un peu émergent, je tiens à féliciter celui qui aura trouvé cette page. Et pour l'en récompenser, il pourra lire tout ce que j'y ai écrit. Tout. S'en suivaient des lignes sur la fondation d'une entreprise, la maîtrise durant un déficit, et l'image de marque s'apparentant à une spécialité. Bref, rien de vraiment intéressant. En descendant la page, on pouvait voir qu'il racontait ses journées en mettant des exemples. J'ai licencié un homme. Dites-vous bien que ce n'est pas un crime. Les procédures ont suivi et il n'a pas réagi. C'est donc un acte juste, qui sauve l'entreprise et des milliers d'employés. En fin de compte, c'était pratiquement nul. Mais la page était très longue, et Isaac commençait à raconter de plus en plus sa vie banale. Un nettoyage de printemps, m'a dit mon voisin. C'est comme gérer une petite entreprise, mais on est le seul ouvrier. Ainsi, on visualise mieux les conditions. Un passage, en milieu de page, a attiré mon attention. Cette page est perdue dans l'immensité de l'Internet en pleine expansion. Personne ne va tomber dessus. Alors autant tout dire. Je suis âgé, j'ai 46 ans, et je souffre de troubles psychologiques suite à un événement qui m'a choqué pendant mon enfance. J'ai souffert d'hallucinations auditives et de schizophrénie. Mon psy m'a demandé de tout lâcher, de tout écrire, de faire sortir tout ce qui me troublait. Alors je l'ai fait. Pas devant lui, mais je l'ai fait. Pourtant, je ne me sens pas mieux. Encore plus mal d'ailleurs. Mais je sens que je ne peux plus m'arrêter. Voici ce qui m'a le plus tracassé de toute ma vie. Je n'ai pas à faire remonter ce souvenir, car il est tout le temps là. Quand je suis seul, quand je suis avec quelqu'un, quand je dors, quand je fais la fête, il reste et ne s'en va jamais. Alors j'essaie de le cacher. C'est comme cacher un écran de cinéma avec un mouchoir. Mais c'est déjà mettre un obstacle. Mais là, je vais simplement enlever le petit mouchoir et tout raconter. Je suis iranien. Durant mon enfance en Iran, je vivais dans une famille peu connectée au monde. Et par conséquent, mes parents passaient leur temps à pendre leur tympan près de la radio pour écouter l'actualité sur la guerre. Je m'ennuyais à longueur de journée. On pouvait se balader dans le village, mais pas au-delà. Jamais la nuit, au coucher, ou bien au lever du soleil. Pourtant un jour, 2 jeunes filles ont disparu. La première était une fille qui s'habillait à l'américaine, les bras nus avec des piercings. Ayant violé la religion de ce fait, on savait bien qu'elle ne serait plus là un jour ou l'autre. Ses parents sont pourtant restés inconsolables. La deuxième était une petite fille de 5 ans, Randa, d'origine étrangère, qui vivait ici avec son oncle et sa tante. Elle avait la particularité d'être rousse et d'avoir des couettes. Pourtant, comme elle était jeune, depuis son arrivée, elle avait eu la chance de ne jamais avoir été discriminée. C'était étonnant qu'elle disparaisse ainsi du jour au lendemain. C'était un vendredi étouffant. Mon père était à la radio, ma mère à la cuisine. J'ai dit « je sors » et je m'en suis allé. Je ne savais pas que lorsque je le traverserais, ce même jour, cette porte dans l'autre sens, je ne serais plus le même. Je suis allé jusqu'à la route centrale. Là-bas, il n'y avait que des vieux qui jouaient au tric-trac en buvant du café. Ce n'était pas eux qui allaient me déranger. Je me suis rendu jusqu'à la limite du village et je me suis mis à regarder la maison à 2 ou 3 kilomètres devant moi. Une maison en bois, à 2 étages, comme on n'en trouvait jamais à l'époque, qui se tenait ici depuis 1945. On disait qu'un fou européen l'avait fait construire. Cela faisait plusieurs années que je ne m'étais mis en tête d'aller la visiter, malgré tout ce qu'on racontait sur elle. La maison d'un fou rend fou. Ne cessez de répéter les vieux. Soudainement, j'ai pris ma décision. J'ai regardé à droite, à gauche, derrière. Pas de vigile. J'ai franchi la petite ligne de terre. J'ai passé la cabane du vigile, vide. J'ai ouvert la porte du grillage barbelé. Et je suis sorti. Personne ne m'avait vu.
J'ai refermé délicatement le grillage à l'aide d'un bâton, que j'ai laissé devant pour pouvoir revenir. J'étais sur la route par laquelle arrivaient les provisions. Il était midi, le camion n'allait pas tarder, le vigile non plus. J'ai couru, quitté la route et sprinté vers la cabane, mes chaussures frottant le sol terreux et sec. Après 5 minutes de course moyenne, je me suis arrêté. De là où j'étais, on pouvait voir le camion de provisions arriver, un tout petit point noir à l'ouest. Si on voyait ma silhouette, j'étais cuit. Je me suis aplati par terre et j'ai rejoint un petit creux où me cacher. J'ai patienté longtemps. Quand j'ai enfin relevé la tête, le camion était parti. Je suis sorti du creux et j'ai marché vers la maison. De près, elle semblait encore plus belle que je ne me l'imaginais. On aurait dit un des chalets suisses dont parlait ma grand-mère, qui avait beaucoup voyagé. J'ai marché vers la porte. Sur la petite estrade, le sol de bois était magnifique. N'écoutant que mon courage, j'ai ouvert la porte. J'ai atterri dans un salon rempli de morceaux de tapis miteux. Des bouteilles de whisky bonifiées derrière un bar, au fond. Un petit escalier à droite menait à l'étage supérieur. Je l'ai pris. Le bois résistait particulièrement bien malgré son âge. Une salle vide, plongée dans la pénombre, m'a accueilli. J'ai pris peur. Quelque chose me conseillait de repartir. Je ne savais pas quoi, mais cette chose me le hurlait au fond de moi-même. Mais je me suis ressaisi. Une lampe à huile traînait à côté de moi, avec à côté d'elle ce qui semblait être un fond d'huile à brûler dans un galon. J'ai réussi à verser un peu d'huile dedans, sortir des allumettes de ma poche et donner la lumière. L'odeur dégagée par la lampe était immonde et la flamme faible, mais au moins je pouvais un peu mieux voir la salle. Il y avait 3 masses par terre. Je me suis approché en me prenant une toile d'araignée. C'était un manteau qui enveloppait quelque chose. J'ai regardé la deuxième. Un deuxième manteau, enveloppant une deuxième chose. Mon regard est retourné vers le premier manteau. Le cri que j'aurais voulu pousser était si grand qu'il n'est pas parvenu à sortir de ma gorge. Un cadavre, les yeux livides, en soutien-gorge en cuir noir, avec du fard violet sur les paupières et un piercing dans le nez, me regardait. Terrorisé, j'ai regardé de l'autre côté. Un autre cadavre, avec 2 jambes anormalement minces, enrobé d'un collant rose à pois blancs, une jupe bleue à pois blancs, une tête déformée, gonflée, des cheveux roux en couette. Mais le pire, c'était les yeux. On les lui avait crevés, puis on avait cousu ses paupières ensemble, en rajoutant un bouton bleu pour chacun. J'ai jeté un coup d'œil vers la 3e masse. Elle bougeait. C'était quelqu'un de dos qui dormait, bien vivant. J'ai contourné le premier cadavre, au bord de l'évanouissement, et j'ai pris la fuite en faisant le moins de bruit possible. En partant, j'avais touché une des 2 couettes de la fille rousse, rigide et dure comme de la pierre. Elle était figée. Il reste un dernier détail qui me revient sans cesse au flashback. Juste avant de descendre l'escalier, il me semble revoir une image et un son. J'entends un mot, un bratz très court. Mais dans mon souvenir, à ce moment précis, il me semble voir bouger les lèvres du premier cadavre. Cet événement m'a terriblement choqué. C'est bon, je l'ai raconté, mais je ne suis pas satisfait. Je veux en faire plus, le dire à tout le monde, de toutes les manières existantes, sous toutes les formes. La page se finissait là, sous toutes les formes. J'ai regardé l'adresse du site. Au moment où je la copiais, la page a disparu et a été remplacée par Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse suivante. Bon, l'adresse n'était pas celle-ci, elle était beaucoup plus longue. L'adresse était désormais définitivement perdue. J'ai cherché une image de la Laloopsy. En cherchant pas mal, je suis tombé sur une poupée rousse, avec un collant rose à pois blanc, et une jupe bleue, à pois blanc également. Les boutons de ses yeux étaient bleus. Je me suis souvenu de quelque chose. J'ai cherché de nouveau Isaac Larian. Une page. Isaac Larian, CEO de GMA, célèbre pour ses Bratz. Bratz. Isaac l'avait dit. Il voulait se soulager, par toutes les formes, même 13 ans après. J'ai repensé à la poupée de la fillette. La prochaine fois, j'aurai une pensée émue envers cette petite fille rousse de 5 ans. Au moins. J'espère que Larian aura réussi à se soulager. Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et
Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon... Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.